Donc effectivement, en ce qui concerne les affiliations, bah écoutez, je suis pas présent à la réunion, donc je vais en profiter pour me présenter rapidement. Donc Olivier Bousquet, je suis directeur de recherche au ministère de la Transition écologique et je suis chercheur associé au LACI à l'université Nelson Mandela en Afrique du Sud, puisque je suis déployé depuis maintenant une année auprès d'Expertise France pour travailler avec mes partenaires sud-africains et notamment l'ambassade de France à Pretoria au développement de la coopération franco-sud-africaine et plus généralement régionale dans le domaine des sciences de l'océan et du climat. Donc je suis plus physiquement présent à La Réunion depuis environ une année. Alors, le projet Yoga Format, c'est un projet assez atypique dans le sens où, par rapport aux projets qui ont été présentés précédemment, dans le sens où il s'intéresse pas directement à l'étude des écosystèmes, mais porte essentiellement, voire uniquement sur l'étude de l'atmosphère. Alors dans le canal du Mozambique, mais plus généralement à l'échelle du bassin sud-ouest de l'océan Indien. Donc c'est en fait l'extension aux îles éparses d'un réseau qui s'appelle Yoga Format. Donc EI signifie Eparse Islands pour l'acronyme. Donc le réseau Yoga Format qui a lui-même été déployé et financé dans le cadre du programme Rénovery Cyclone qui a été financé par l'Europe, la région Réunion et l'État français dans le cadre du programme Interreg 5 Océan Indien. Donc voilà pour les introductions. Donc de façon générale, donc ce projet Yoga Format a été conduit en partenariat avec le LACI évidemment, mais également l'OVPF à La Réunion et l'IGN en métropole, plus de nombreux partenaires régionaux, alors à la fois à Madagascar, aux Seychelles. Donc comme je vous le disais, en fait, l'objectif spécifique de Yoga Format et Eparse Islands, c'est de contribuer à la densification du réseau d'observation de la vapeur d'eau atmosphérique qui a été déployé dans l'océan Indien et qui est un projet qui a été engagé dans le cadre du programme de recherche Rénovery Cyclone, comme je vous le disais. Et l'idée, c'était d'instrumenter les îles éparses de récepteurs GNSS permettant de mesurer l'évolution et le contenu en vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc voilà, l'objectif c'était de monitorer la variation spatio-temporelle du champ de vapeur d'eau à différentes échelles spatio-temporelles, donc à la fois aux échelles locales et régionales, mais également diurnes, saisonnières et interannuelles, et de disposer de jeux de données qui devaient nous permettre d'évaluer les performances des modèles numériques de prévision et des modèles de climat qui avaient été notamment mis en œuvre dans le cadre du programme Rénovery Cyclone. Alors quelques mots sur la vapeur d'eau atmosphérique. Donc c'est un paramètre extrêmement important dans l'atmosphère, dans le sens où il entre en jeu dans plusieurs processus physiques, à la fois thermodynamiques et dynamiques. Et c'est également le principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Alors la vapeur d'eau n'est pas à proprement parler un moteur du réchauffement climatique, mais elle y participe en amplifiant en fait l'effet de serre à travers l'absorption du rayonnement infrarouge. Donc elle joue un rôle majeur à la fois dans tout ce qui touche au transfert radiatif et au bilan énergétique, mais également, et c'est peut-être ce qui est le plus important en ce qui nous concerne, dans la formation et la composition des nuages, l'initiation et le maintien de la convection, et en particulier les processus précipitants, notamment les processus cycloniques. Alors la distribution de la vapeur d'eau est extrêmement variable dans le temps et dans l'espace, et c'est une grandeur physique qui est très très difficile à mesurer. Donc aujourd'hui, on a trois principaux moyens pour mesurer la vapeur d'eau, qui sont les radiosondages atmosphériques, donc par l'intermédiaire de ballons-sondes, les mesures satellitaires, mais bon, qui souffrent d'incertitudes relativement importantes, et donc les observations GNSS, GNSS signifiant j'ai un trou, Global Navigation Satellite System, que vous connaissez mieux probablement sous l'appellation GPS. Alors donc le GPS ou GNSS permet effectivement de restituer le contenu en vapeur d'eau dans l'atmosphère à travers une quantité qu'on appelle le contenu intégré en vapeur d'eau ou CIV, qui est en fait la quantité de vapeur d'eau intégrée entre une station de réception terrestre et les différents satellites des constellations GPS ou GNSS. Donc on a aujourd'hui 4 constellations principales. La constellation GPS, qui est la constellation américaine que vous connaissez tous, Galileo, qui est la constellation européenne, GLONASS et Beidou, qui sont les constellations russes et chinoises. Donc en gros, le contenu intégré en vapeur d'eau est obtenu en utilisant une quantité qu'on appelle le délai zénital,
qui correspond au retard qui est subi par le signal GPS lors de sa traversée de la troposphère terrestre. Et en première estimation, on assimile que ce retard est lié aux interactions entre le signal et les molécules polaires, et donc essentiellement la vapeur d'eau. Donc on a besoin dans un premier temps d'estimer ce fameux délai zénital. Donc pour ce faire, on a recours à des logiciels de traitement qui sont extrêmement complexes, qui ont été développés et mis en œuvre par des instituts majeurs, hein, notamment en géosciences. Alors on a par exemple le logiciel GAMIT qui a été développé par le MIT, GYPSY qui a été développé par la NASA, et BERNES qui est celui qu'on utilise, qui a été développé par l'Institut géographique national. Et donc, ce sont des logiciels qui prennent en compte tout un tas d'informations sur les orbites des satellites, les horloges des satellites, qui incluent des modèles géophysiques et qui permettent d'obtenir deux paramètres qui sont les coordonnées spatiales, donc qui sont utilisées par les géophysiciens pour étudier la tectonique des plaques, hein, les déplacements en fait de la croûte terrestre à échelle extrêmement fine. Et puis donc ce fameux délai zénital qui va nous permettre ensuite de remonter une information sur la vapeur d'eau en le combinant avec des observations de pression locale et de température. Alors une fois qu'on a mis en œuvre tous ces traitements, donc on peut, à partir d'une station isolée, obtenir des séries temporelles de contenu intégré en vapeur d'eau, donc sur le long terme à différentes échelles, qui peuvent être journalières, saisonnières ou interannuelles. Et on peut, à partir de là, étudier la variabilité de l'humidité en lien avec d'autres paramètres météorologiques tels que le taux de pluie ou l'ensoleillement, par exemple. Et lorsqu'on travaille en réseau, on peut cette fois travailler à l'échelle régionale en étudiant la variation spatio-temporelle du champ de vapeur d'eau à différentes échelles spatiales. Alors aujourd'hui, le principal réseau d'observation de la vapeur d'eau par GPS est un réseau qu'on appelle le réseau IGS, qui signifie International GNSS System. Il est constitué d'environ 400 stations qui sont réparties un petit peu partout dans le monde entier et qui sont gérées par 200 agences, universités, instituts de recherche de plus d'une centaine de pays, avec des normes extrêmement strictes en matière de monumentation et de taux de disponibilité des données pour pouvoir accéder à ce réseau de diffusion mondiale. Alors, en ce qui concerne le bassin sud-ouest de l'océan Indien, on a assez peu en fait d'observations GPS. De façon générale, on a assez peu d'observations atmosphériques dans cette région du monde. On a en fait 6 stations donc du réseau IGS qui sont représentées sur cette carte, donc qui sont des stations opérationnelles. Donc notamment les stations de Maurice, La Réunion et de Mayotte. Et donc, l'objectif, dans le cadre du programme Yoga Format, c'était de commencer à densifier ce réseau en déployant des stations supplémentaires, essentiellement à Madagascar, également aux Seychelles, sur l'atoll d'Aldabra. Et ensuite, dans le cadre du projet EPARS, de continuer à densifier ce réseau en déployant des stations sur les îles d'Europa, de Tromelin, de Juan Nova et de Glorieuse. Même si je vais y revenir, les déploiements sur Glorieuse ont été finalement gérés par l'Institut de physique du globe de Paris. Donc, on a également mis en place des collaborations donc avec l'IPG pour accéder aux données glorieuses, également avec d'autres instituts pour avoir des observations sur Grande Comore et Rodrigue. Et on envisage donc dans les mois qui viennent, dans le cadre d'un nouveau programme Interreg qui s'appelle Espoir, de continuer à densifier ce réseau en déployant des nouvelles stations, notamment sur la côte ouest de Madagascar, pour avoir plus d'informations sur proche du canal du Mozambique. Et on met en place également des collaborations avec le Senacarta, qui est l'équivalent de l'IGN au Mozambique, pour pouvoir accéder à l'ensemble des stations GPS qui sont déployées dans ce pays. Alors, en ce qui concerne le projet EPARS plus spécifiquement, donc on avait 2 objectifs en ce qui concerne les déploiements. Le premier, c'était de jouvencer les stations de Juan Nova et d'Europa, qui avaient été installées en 2010 et en 2011 par l'IPGP, notamment Jérôme Diman et le CEGAL, qui est un laboratoire de recherche portugais. Et c'est un des déploiements qui avait été réalisé dans le cadre d'un programme qui s'appelait GYPSY. Alors, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de consortium, donc c'était, je ne sais plus exactement dans quel cadre ce projet avait été monté. Et on avait également pour objectif de déployer 2 nouvelles installations à Tromelin et à Grande Glorieuse. Donc, vous pouvez voir en fait sur ces images les installations précédentes sur Juan Nova et sur Europa. Alors, les déploiements se sont réalisés relativement bien, même si on a dû faire face à certains imprévus. Donc, ils ont été réalisés lors de la campagne EPARS du Marion Dufresne en avril et mai 2019.
Et lorsqu'on est arrivé sur les îles d'Europa et de Juan Nova, on s'est aperçu que les stations GPS qui avaient été déployées en 2010 étaient totalement hors d'usage. Donc on a dû procéder à nouvelles installations et grâce à l'aide des agents d'État, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu initialement. Donc vous voyez ici sur cette image les deux nouvelles installations d'Europa et de Juan Nova. Alors pour vous, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc par exemple sur Juan Nova, sur Europa, on a déplacé l'antenne qui était montée sur un pylône en béton qui s'est quasiment effondré sur le toit de la station d'ETAF. Et à Juan Nova, on a carrément déplacé toute l'installation qu'on a déployée dans l'ancien shelter de Météo France, qui est à environ une cinquantaine de mètres de la station d'ETAF. À Tromelin, on s'est installé sur un bâtiment annexe de la station. Alors, il faut savoir qu'à Tromelin, on bénéficie d'une alimentation via le réseau local, alimentation électrique, via le réseau local d'ETAF, alors que sur Juan Nova et Europa, on a des systèmes qui sont complètement autonomes, avec des batteries et des panneaux solaires. Alors, on a également profité de la campagne du Marion Dufresne pour réaliser des tests de mesures GPS embarquées dans le cadre d'un programme que vous connaissez peut-être qui s'appelle MapIO, dans lequel on prévoyait de déployer un récepteur GPS sur le bateau, donc ce qui a été fait depuis maintenant une année, et on collecte sur les Marions des observations environ 300 jours par an, un petit peu partout dans l'océan Indien. Et en ce qui concerne la station de Grande Glorieuse, donc on devait initialement installer dans le cadre du projet Yoga Format, elle a été finalement déployée et gérée par l'OVPF, puisqu'ils ont obtenu des financements dans le cadre de la crise sismo-volcanique de Mayotte. Alors, en ce qui concerne l'analyse des données, c'est là qu'on a rencontré de grands soucis. Donc, il y a eu un impact important sur la réalisation des objectifs scientifiques du projet. On avait initialement prévu d'accéder aux données en envoyant sur place les scientifiques impliqués dans le programme Yoga. On avait à peu près une douzaine de missions prévues sur les CASA, ou de passer par les agents qui étaient présents sur place, donc soit les gendarmes, soit les agents d'ETAF. L'objectif était ensuite d'envoyer toutes ces observations à l'IGN, à Paris, qui allait ensuite mettre en œuvre toutes les chaînes de traitement, et ensuite d'exploiter les observations de vapeur d'eau dans le cadre de la thèse d'un étudiant, Édouard Lys, qui devait travailler en grande partie sur les îles éparses. Alors dans les faits, il est apparu très vite qu'on n'a pas pu récupérer les données, puisqu'on a bénéficié uniquement de 2 rotations pendant toute la durée du projet. Une rotation en CASA sur Juan Nova de quelques heures et une rotation sur le Marion Dufresne à Tromelin, là encore de quelques heures, et toutes deux organisées au cours du 2e semestre 2019. Donc on a pu récupérer quelques données, 3 mois de données sur Juan Nova et 4 mois sur Tromelin. Mais évidemment un jeu de données qui nous a pas permis de réaliser les objectifs scientifiques qu'on avait prévus dans le cadre du programme. Par exemple sur Europa, on n'a jamais pu récupérer une seule donnée avant juillet 2021, où là on a pu pour le coup récupérer toutes les données collectées depuis 2 ans et demi. Alors c'est problématique évidemment, mais il faut savoir que toutes les données qui ont été collectées sur les îles sont archivées localement. Donc elles sont là, elles sont disponibles. Il faut juste qu'on trouve un moyen de pouvoir les récupérer pour les analyser. Alors j'ai peu de résultats à vous montrer, évidemment, donc je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Le premier, alors qui inclut des observations qui ont été collectées sur Grande Glorieuse, s'intéresse à l'étude du cycle saisonnier de la vapeur d'eau. Alors en 4 sites au nord du canal du Mozambique et à l'est de Madagascar, qui sont l'atoll d'Aldabra aux Seychelles, Grande Glorieuse, Diego Suarez au nord de Madagascar et l'île de Sainte-Marie à l'est de Madagascar. Et donc ce qu'on voit sur ces cartes, en fait, c'est l'évolution de l'humidité ou de la vapeur d'eau au cours de l'année 2019. Donc sur ces 4 sites, alors on peut voir que globalement on a des comportements qui sont relativement semblables, mais si on regarde un petit peu dans le détail, on a des différences notables, notamment en termes de quantité de vapeur d'eau disponible pendant l'hiver austral. On s'aperçoit également qu'on a un cycle saisonnier qui est très très marqué, avec un maximum d'humidité lors de l'été austral. Une transition très très abrupte au début de l'hiver austral, qui est liée au passage de la zone de convergence intertropicale au-dessus de ces différents sites. Donc on peut voir un petit peu partout. Et puis ensuite une augmentation plus progressive à nouveau du contenu en humidité à mesure qu'on s'approche de
de l'été austral. Donc l'objectif en fait voilà, qui reste toujours d'actualité est d'arriver à mener à bien des analyses sur des périodes plus longues, en incluant notamment les observations collectées à Tromelin, à Europa, à Glorieuse et à Juan de Nova, pour évaluer l'impact des anomalies climatiques de grande échelle sur l'évolution du champ de vapeur d'eau à l'échelle du canal du Mozambique. On voit par exemple, si on regarde ce qui se passe à Sainte-Marie, qu'on a des différences notables entre ce qu'on observait en janvier 2019 en termes de contenu en humidité et ce qu'on observait en janvier de l'année suivante, avec des différences de l'ordre de 20 à 30%. Et donc on aimerait bien comprendre comment cette variabilité peut s'expliquer et si elle est liée notamment aux anomalies climatiques de grande échelle, telles que par exemple le dipôle sud-ouest de l'océan Indien, voire via les téléconnexions l'impact du phénomène ENSO, El Niño, sur l'océan Indien. Alors un autre exemple d'application qui a également été publié, donc le premier exemple a été publié dans un article paru dans Frontiers in Earth Sciences en 2020. Un autre exemple publié cette fois dans la revue Atmosphère, où on utilise les données, les observations de vapeur d'eau collectées sur l'île de Sainte-Marie pour évaluer les prévisions du modèle à échelle fine, Arome Océan Indien, qui est utilisé par Météo France pour fournir des prévisions météorologiques sur l'ensemble du bassin sud-ouest de l'océan Indien. Donc on regarde un petit peu l'évolution de la qualité des prévisions au cours du temps à différentes échelles spatiales, 3 jours, 10 jours, 30 jours. On voit que si à l'échelle mensuelle, on a des différences, alors qui sont représentées ici en termes de pourcentage, qui sont relativement faibles, avec au maximum 2% entre les observations et les prévisions du modèle. Mais à mesure qu'on travaille à des échelles plus fines, 10 jours et 3 jours, on s'aperçoit qu'on a des différences plus importantes, notamment lors du passage des cyclones tropicaux. Donc là, on est sur l'année 2019, avec 3 passages, 3 événements cycloniques qui sont passés alors à proximité de l'île de Sainte-Marie, le cyclone Jelena, le cyclone Idai et le cyclone Benna. Alors un dernier exemple, avec une étude qui a été réalisée dans le cadre de la thèse d'Edouard Lys et qui a été publiée également dans le QJRMS en 2020, qui montre la distribution spatiale du champ de vapeur d'eau à l'échelle du bassin océan Indien. Donc on considère ici une douzaine de stations réparties entre la côte est africaine et l'Australie, qu'on a séparées en 3 bandes de latitude, donc des latitudes proches équatoriales, des latitudes plutôt extratropicales avec les stations de Antananarivo, Réunion et Maurice par exemple, et puis des latitudes intermédiaires telles que Mayotte dans le canal du Mozambique. Et donc ça nous permet en fait de regarder, donc là c'est une analyse qui porte sur une dizaine d'années, d'évaluer l'évolution spatiale du champ de vapeur d'eau en fonction de la latitude. Donc on s'aperçoit que pour tout ce qui est proche équatorial, on a un pic de la distribution qui correspond en fait à l'été austral. Alors moi je vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup d'informations, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est d'autant plus qu'il te reste que 2 minutes. 2 minutes, ah bah donc je vais passer très vite alors. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a pour tout ce qui est dans ces bandes de latitude qui sont autour de 10 degrés de latitude sud, on aperçoit une distribution qui comporte 2 pics qui correspondent au passage de la zone de convergence intertropicale au-dessus des différents sites. Donc ce qu'on aurait aimé faire, c'est intégrer les données collectées à Europa, Juan de Nova et Tromelin dans cette analyse et pouvoir comparer les distributions observées avec celles modélisées par le modèle de climat arpège, notamment les simulations climatiques qui avaient été réalisées dans le cadre du programme Rain-Over Cyclone. On n'a pas pu le faire. Donc bilan scientifique, 3 publications qui utilisent ou font un minima référence au programme Yoga Format et Parse Islands. Alors très vite, en ce qui concerne les perspectives à court, moyen et long terme, donc on a eu des discussions, enfin j'ai eu des discussions avec Sophie Marinès il y a quelques mois quant à la pertinence de maintenir ces systèmes d'observation sur les îles éparses. Donc on a conclu que en tout cas à court terme il fallait tâcher de maintenir ces systèmes. Donc on a mis en place une coopération avec l'IFREMER dans le cadre d'une mission qui a été réalisée en septembre 2021 pour récupérer les données sur l'île d'Europa. Donc on a récupéré les 2 ans et demi de données qui ont été collectées depuis le début du programme. On a prévu une jouvence des stations d'Europa et de Juan de Nova. Une jouvence consiste globalement à remplacer les batteries solaires qui sont utilisées pour alimenter les équipements.
Et puis, on espère récupérer très rapidement l'ensemble des données qui ont été collectées à Joint Nova et Tromelin depuis le démarrage du projet. Alors, à moyen terme, l'objectif est toujours d'exploiter les jeux de données qui ont été collectés. Alors, ce sont des études qui sont réalisées hors consortium, évidemment, pour faire des études sur la climatologie, notamment les cyclones tropicaux, puisqu'on a, alors je passe, puisque j'ai plus de temps, mais de nombreux systèmes qui sont passés aux alentours des îles Éparses. Alors cette année, il y a quelques semaines, avec le cyclone Ada, et puis notamment lors de la saison 2020-2021, avec plusieurs systèmes qui se sont développés dans le canal du Mozambique et au voisinage de l'île de Tromelin. Et donc à plus long terme, et donc je terminerai avec cette diapositive, l'objectif est d'intégrer tout ou partie des stations du réseau Yoga au réseau IGS, donc ce qui va nécessiter de fiabiliser les équipements et surtout les moyens de transmission des données. Et à terme, de confier la gestion du réseau à un organisme, on va dire, plus opérationnel et mieux à même de gérer ce réseau que nous, l'ACI, un petit laboratoire de recherche. Alors, ça peut être l'Observatoire des sciences de l'univers de la Réunion, l'IGN ou le programme SONEL qui dépend du CNRS. Et puis, un autre objectif, alors là, on est vraiment dans le domaine des perspectives à plus long terme, ça serait de compléter les stations GNSS du réseau par des capteurs océanographiques qui nous permettraient de monitorer également l'élévation du niveau de la mer à l'échelle régionale et éventuellement dans les îles Éparses, sachant que c'est un sujet qui est assez peu abordé dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien, mais qui commence à générer des inquiétudes extrêmement fortes, notamment à Madagascar et aux Seychelles. Donc c'est un programme qui nécessiterait la mise en place de collaborations régionales avec notamment le CNES, l'Agence spatiale sud-africaine, l'Institut de sciences marines de Madagascar, et puis surtout, il faudra arriver à le financer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc je termine. Je voudrais adresser un immense merci à l'administration et aux agents d'État qui nous ont énormément aidés pour tous ces déploiements réalisés dans les Éparses. Et puis à mes collègues Jean-Baptiste Forestier, Jonathan Durand, Patrice Boissier de l'OVPF et Dominique Méquiès, sans qui on n'aurait jamais pu installer ces stations. Voilà, merci beaucoup.